Hop, voilà, je suis là. J'espère que vous allez bien. J'arrive pas, si j'y arrive, en plus je l'avais fait la dernière fois. Il faudrait que je fasse une vidéo d'introduction. Il faudrait que je commence à m'entraîner à maîtriser les outils du web. Je fais le strict minimum. Salut Hypnor. Euh, Salut Link AGDC. Hypnor, vous avez passé un bon match hier soir, je vais revenir de 3 minutes. Si tu veux, hein, si tu veux qu'on en parle, est-ce que tu veux avoir nos opinions d'économistes sur le match d'hier? C'est à toi, à toi de nous poser la question, de nous demander, de nous le demander, pardon, je vais réussir. J'ai chaud. Hein. Oh, il fait super chaud, là, je sais pas où vous êtes, mais je suis à Paris, mais j'ai vraiment du mal à me concentrer. Donc, on va essayer de faire les choses bien. Ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, 1h15. Et on va répondre à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas. De toute façon, Vincent est là dans Hypnor, donc on va commencer tout de suite. Salut Vincent. On commence tout de suite si tu es concentré. Hein. Tu souffres de la chaleur, toi aussi? Ah bah oui. Moins que Non, mon mais chien, mais oui. Mais on va pas se très plaindre. difficile. Ouais, alors, on va pas se plaindre. Moi, je me suis jamais plaint des temps pluvieux et froids de Paris il y a quelques semaines ou quelques mois. Hein. Donc, moi, je me plains de la chaleur. Je suis quelqu'un qui n'apprécie pas la chaleur. Bon. Je suis un Breton, donc les 25 degrés, ça me suffit amplement. Bref. Tu as besoin d'être hydraté régulièrement. Exactement. Très régulièrement. Très régulièrement. Alors, salut à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci Vincent d'être là. Bonjour à tous. On va essayer de répondre à toutes vos questions, répondre à toutes vos interrogations. Sur donc l'arrivée d'Amazon, il y a plusieurs choses à dire parce qu'à la fois l'arrivée d'Amazon dans la diffusion de la Ligue 1 française, mais aussi, et j'ai vu une question passer, quid du lot 3 et quid du retrait de Canal+. Parce que même si finalement j'ai le sentiment que effectivement il y a l'euro, donc ça a quelque peu été pas oublié mais relégué l'information. Pour l'instant, on a une seule certitude, c'est que 80% des rencontres seront diffusées sur Amazon Prime la saison prochaine, mais on n'a aucune certitude concernant les 20% restants, les affiches du samedi 21h et du dimanche 17h. En tout cas, très officiellement, Canal se retire. Maintenant, il y a une question juridique à savoir s'ils peuvent se retirer vis-à-vis de beIN, si beIN va récupérer le lot et va le diffuser, si beIN va être solidaire vis-à-vis de Canal et va aussi porter réclamation auprès de la justice concernant le lot 3. Si l'autorité de la concurrence va faire jurisprudence et que Canal va avoir l'obligation de suivre, mais en tout cas, voilà, je ne sais pas si toi, Vincent, tu as plus d'informations, plus de... Non, j'ai pas plus d'informations. Par contre, je peux compléter ton analyse. Je pense que les seules certitudes que l'on ait au moment où on se parle, c'est l'attribution des lots et les montants. C'est tout. Parce que quand tu dis on est sûr qu'Amazon va à 8 matchs par journée, on est sûr que c'est ce qu'ils ont gagné. Maintenant, est-ce qu'ils vont les opérer les 8 c'est encore un autre débat. Peut-être qu'ils peuvent faire... Oui, parce que précisons que maintenant, ils peuvent sous-licencier aussi. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc, la seule chose que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a un lot acheté par Amazon à 250 plus les coûts de prod. On a un lot 3 qui est acheté par beIN, revendu à Canal qui décide de ne plus l'exploiter. Mais ça, c'est le problème entre Canal et beIN, c'est pas le problème de la Ligue. Donc, on ne sait pas ce qu'il en sera. On a le lot de Free. Et puis, on a les droits internationaux. Le tout, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que ça fait 743. Voilà. Moins ce que tu as évoqué dans un de tes tweets, et tu as raison de le rappeler, ce que tout le monde oublie, c'est que c'est pas 743 que les clubs français de Ligue 1 vont se partager. C'est 743 moins les frais, la taxe Buffet, moins les frais de gestion de la Ligue, moins la solidarité avec la Ligue 2. Voilà. Et la taxe de la FFF. Oui, bon, au passage. Donc voilà, et donc pour moi la seule certitude que l'on a, que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que pendant les 3 ans qui arrivent, il faut plus parler de Big Five, il faut parler de Big Four. Ah non, mais ça, on est décroché. Oui, alors
Enfin, pour moi, vraiment, c'est une évidence, hein. Je pense qu'il faut arrêter de se voir aussi beau que les Britanniques, les Espagnols ou les Italiens et faire partie du Big Five, même d'un point de vue économique, parce que pendant encore longtemps, on disait le Big Five parce que économiquement, on était proche des 4 premiers. Là, voilà, on est relégué, on est décroché. Donc, alors, je voyais une question de Jimita. Bein pourrait-il payer enfin, ne pas payer, ne pas diffuser, ou y a-t-il obligation de diffusion? Justement, tu l'as dit, Vincent, c'est un lot, le lot 3, détenu par Beansport, qu'il avait donc négocié en 2018. Certains, et c'est vrai, là-dessus, on peut parfaitement le comprendre, estiment qu'il avait été payé en 2018, négocié en 2018, avec la présence de Mediapro, donc artificiellement gonflé pour faire face à la concurrence de Mediapro, 332 millions d'euros. Pour les matchs donc, du samedi 21h et dimanche 17h, Beansport, contractuellement parlant, a l'obligation d'honorer ce contrat auprès de la Ligue, et donc de payer la Ligue. Canal a annoncé qu'il se retirait, Beansport le récupère. Beansport, maintenant, peut parfaitement, et ça, on n'en sait rien. Là, je vous cite Arnaud Simon, parce que Arnaud Simon, que vous devez connaître, spécialisé droit TV, lui estime que Bein va forcément se mettre en solidarité vis-à-vis de Canal et va porter réclamation auprès d'un tribunal de commerce pour rompre le contrat et exiger une renégociation. Même si l'autorité de la concurrence a donné raison à la Ligue vendredi matin. Alors, moi, là-dessus, moi, c'est l'analyse d'Arnaud qui est très compétent et donc à chacun son analyse. Moi, je partage pas ce point de vue-là. Je partage pas pour plusieurs raisons. Un, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue du droit, le prix de 332 millions d'euros, c'était un prix de marché en 2018 pour un contrat qui allait jusqu'en 2024. Il est évident que si sur un contrat qui va jusqu'en 2024, le prix de marché évolue, ça voudrait dire que tous les ans on renégocie à chaque fois. Voilà, un contrat il est signé. Quand vous signez au plus haut, ça vous désavantage. Si vous le signez au plus bas, ça vous avantage. J'aurais tendance à dire que c'est la règle du marché. Et ce problème se pose essentiellement parce que le lot de Mediapro n'a pas été honoré et qu'il est remis sur le marché à un moment où le prix de marché n'est plus le même. Oui, c'est une réalité. Mais voilà, je sais pas moi, si on achète tous les deux une maison dans la même rue, mais pas au même moment, le prix de l'immobilier n'est plus le même. Oui, Voilà, non, bien sûr. c'est comme ça. Non, mais après, il y a deux points de vue. Parce que moi, ce qui m'étonnerait et ce qui m'étonne encore, c'est que si Bein était prêt jusqu'ici et jusqu'à vendredi à mettre 165 millions d'euros sur la table pour diffuser la Ligue 1, je rappelle, hein, c'était le ticket, c'était l'offre Canal et Bein, où c'était 370 Canal+, 165 Bein Sport, plus c'était 73 ou 78 millions d'euros de bonus en fonction du nombre d'abonnés sur la chaîne Canal et Bein. Donc au départ, Bein était prêt à mettre seulement, entre guillemets, 165 millions d'euros. Et là, pour diffuser 8 matchs. 8 matchs. Et là, on leur dit, bah non, si Canal se retire, il faudra récupérer 2 matchs pour 332 millions d'euros. Oui, mais je comprends le point de vue juridique. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et je comprends le point de vue aussi des ayants droit que sont Canal et Bein. Mais en même temps, c'est pour ça que je revenais sur ce que tu disais au départ. Ce qu'on sait, la seule certitude, c'est les contrats. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que réellement Amazon va vouloir diffuser tous ces matchs-là, ou est-ce qu'Amazon va vouloir s'entendre avec un autre acteur, qui pourrait être Bein, par exemple? Est-ce que Bein va vouloir exploiter ces matchs-là ou s'entendre avec un autre acteur, qui pourrait être Canal, qui pourrait être Amazon, qui pourrait être un autre? C'est tout ça qu'on ne sait pas aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qui doit assumer quoi. Voilà. Sachant qu'il a une liberté de sous-licence. C'est la seule certitude qu'on peut avoir au moment où on se parle. On n'a pas la notion tarifaire. Donc après, on peut être dans les analyses. Il y a l'analyse d'Arnaud que tu évoquais. Moi, pourquoi je n'y souscris pas? Je n'y souscris pas pour plusieurs raisons. D'un point de vue juridique, Canal a attaqué et n'a pas eu gain de cause. L'autorité de la concurrence va pas dans le sens de Canal.
donc voilà, ce qui a été confirmé par l'autorité de la concurrence, c'est que le lot 3, comme le lot de Free d'ailleurs, ont été attribués de façon régulière. Et donc, il n'y a pas de raison objective de les remettre en cause. En gros, je précise pour ceux qui nous écoutent, il y a eu 3 conclusions trois éléments dans la conclusion de l'autorité de la concurrence. C'est 1, en 2018, la négociation du contrat a été faite de façon légale, régulière. En tout cas solide, régulière. 2, ce n'est pas dans l'intérêt de la Ligue qui subit une crise économique de remettre à plat le contrat. Et 3, Canal n'a pas, dès l'obtention du contrat, cherché à le remettre en cause. Il a attendu qu'il y ait une crise économique pour chercher à le remettre en cause. Ce qui prouve qu'il n'aurait pas respecté, si je puis dire, les termes du contrat au moment de la signature, puisqu'il a, comment dirais-je, il a accepté quand il l'a eu, et il a attendu qu'il y ait un élément conjoncturel pour commencer à le critiquer. Oui. Donc en fait, dans ces 3 éléments, c'est le 2 que je trouve un peu discutable de la part de l'autorité de la concurrence. C'est vrai que c'est assez particulier. Oui, parce que en fait, que ce soit de l'intérêt de la Ligue ou pas, c'est un autre problème, ça. Ouais. C'est pas dans les prérogatives de l'autorité de la concurrence oui. Mais à part ça, penser à la condition d'un acteur. Voilà. Mais à part ça, les 2 autres points sont valables et donc font que je ne vois pas pourquoi Canal gagnerait à ce niveau-là. Et pourquoi beIN gagnerait à ce niveau-là? Parce que beIN, Canal et beIN, puisqu'ils se sont entendus tous les deux, n'ont pas remis en cause en 2018, ni en 2019, ni en 2020. Le lot, ils l'ont exploité ou se sont entendus pour l'exploiter. Voilà, après, si ils avaient contesté en 2019, peut-être qu'il y aurait une autre position, mais à mon avis, la position juridique ne tient pas. Mais là, si tu veux, il y a une question de Stola Teuil juridiquement qui peut faire Canal à date. La seule chose qu'il peut faire aujourd'hui à date, c'est de demander la rupture du contrat avec de sous-licencement avec beIN Sport. Alors, ça, c'est le deuxième point. Pourquoi c'est aussi un point important, ouais. Oui. Pourquoi je ne crois pas à la. Enfin, je vais pas dans le sens d'Arnaud. Parce que beIN est détenu par QSI qui détient le PSG. C'est ce que dit Mickaël23, je vois ça dans les commentaires. C'est quand même embêtant. C'est-à-dire que je ne connais pas le contrat de sous-licence entre Canal et beIN, mais quelque part, beIN devrait pouvoir demander des comptes à Canal là-dessus. Mais en même temps, Canal distribue beIN. Donc, il y a un sujet. Maintenant, faire attention parce que beIN, en dehors de la France, je pense notamment en Amérique du Nord, est distribué de façon digitale, comme Amazon peut l'être ici. Donc, à un moment donné, la vision, c'est pour ça que pour moi, la semaine dernière, Canal est le grand perdant ou celui qui prend le plus grand risque dans l'issue de la semaine dernière. Parce que sur l'aspect comptable, je comprends Maxime Saada. 2 matchs 330, 8 matchs 250, ça je le comprends. Sauf que, à la limite, pourquoi pas mettre 300 pour les 8 matchs et éviter de voir un acteur comme Amazon arriver, un acteur qui est capable de complètement ubériser son système. Parce qu'avec Amazon, on l'a vu avec Roland Garros, en plus, le drame de cette histoire, contrairement à Mediapro, c'est qu'Amazon vient de faire la démonstration avec Roland Garros que, 1, ils savent faire, et 2, on peut regarder. Parce que les gens, on peut regarder sur leur ordi, sur leur smartphone, sur leur tablette, voire sur leur PlayStation, enfin sur leur télé grâce à leur PlayStation, etc. Donc, ça veut dire qu'on est en train de se rendre compte que peut-être qu'on n'a plus besoin de box, de chaînes, de chaînes traditionnelles, de canal canaux. Ce qui est un risque colossal pour cette industrie. C'est carrément une façon d'être ubérisé. Je rebondis sur ce que tu disais et c'est important ce que tu dis lorsque tu parles de la diffusion de beIN Sport sur le territoire nord-américain par le numérique, par le digital. C'est vrai, et c'est justement, alors je cite encore une fois Arnaud Simon lorsqu'il pense que beIN va forcément se solidariser auprès de Canal pour attaquer, en tout cas pour remettre en cause le contrat LO3.
en mettant en avant ce fameux deal de diffusion entre Canal et beIN de 250 millions d'euros. Il y a un contrat de diffusion, un accord de diffusion entre Canal et beIN évalué à 250 millions d'euros. Oui, mais tu as raison. beIN peut parfaitement aussi rompre cet accord de diffusion pour se mettre à 100% en digital, en OTT, en numérique, en plateforme, et sortir finalement des canaux de distribution normaux et traditionnels de la télévision française. Ils peuvent aussi se dire, si Canal les impose, les oblige à les suivre, à aller au procès, à attaquer la Ligue, à se mettre en porte-à-faux, il y a aussi une perspective, une possibilité à ce qu'ils fassent le premier pas vers l'ère de la digitalisation et s'inspirer de ce que fait Amazon, et voire même collaborer avec Amazon. Exactement, c'est pour ça que bien sûr. Quand je te disais, on sait qui a les droits, mais on ne sait pas comment ils vont être exploités. Pourquoi beINSPORT et Amazon ne s'entendraient pas? Il y a Pierre Froide qui dit que l'OTT de beINSPORT est géré par MyCanal depuis 2-3 mois, c'est vrai, mais encore une fois, l'OTT de beINSPORT peut parfaitement sortir du sérail de Canal par la rupture du contrat de diffusion entre Canal et beIN. C'est pour ça qu'en fait, on a devant nous des hypothèses et qu'on n'a pas encore les réponses. Soyons clairs, les réponses, je pense qu'on les aura au mois d'août, au moment du début du championnat, ou fin juillet. Mais voilà. Amazon a dit, je te coupe, excuse-moi, Amazon a dit qu'il communiquerait la semaine prochaine pour l'organisation et la tarification après l'obtention des droits de Ligue 1 et de Ligue 2. Ça sera un premier pas intéressant. Ce que je dis par rapport à ça, c'est que normalement, le fan devrait s'en sortir gagnant. Parce que finalement, avoir Amazon, à part l'abonnement Amazon, c'est zéro problème technique. C'est zéro problème technique. C'est accessible pour beaucoup. C'est pas comme changer de box entre Orange et SFR ou là ça chamboule tout. Là, tu as une connexion internet, c'est accessible. Voilà. Donc après tu prends l'abonnement ou pas, mais ta connexion internet, quel que soit ton opérateur, tu l'as réglé normalement. Ouais. Alors que rappelons-le, avec Mediapro et RMC Sport, c'était en fonction de la box, en fonction des accords de diffusion, c'était pas accessible partout, c'est vrai. Donc t'as pas ce problème-là. Et moi je vois pas Amazon sortir un tarif prohibitif. Si Amazon suit la même logique que ce qui se passe en Italie, je crois qu'on avait échangé sur Twitter ensemble. En Italie, si tu veux voir tout le football, t'as deux abonnements à prendre, t'as Sky et puis un autre qui te coûte 50 € par mois quand tu additionnes les deux. Et si tu veux avoir aussi la Ligue des Champions sur Amazon, puisque Amazon Prime Video en Italie a de la Ligue des Champions, ça te coûte 36 € par an. Donc 3 € par mois. Sur les tarifs, alors là aujourd'hui c'est 49,90 € en France par an Amazon Prime, avec un engagement d'1 an. C'est 5 € je crois par mois sans engagement. Beaucoup pensent que ça va augmenter, mais par comparaison, les Anglais qui ont les droits à Premier League du Boxing Day, aujourd'hui c'est à 92 € par an, Amazon Prime. Oui, ça reste extrêmement accessible, 92 € par an. C'est pour ça que globalement, je pense que le fan de football, s'il veut tout voir, l'addict, ça lui coûtera moins cher demain que ça ne lui coûtait hier. C'est intéressant ce que dit, je vois le commentaire de Mickaël23. Le problème, c'est que dans 3 ans, qui va revenir? Parce qu'Amazon sera là et Amazon aura tous les pouvoirs finalement. Alors, moi je pense que dans 3 ans, déjà à horizon 3 ans, il va se poser plein de questions. Là aussi, on a des hypothèses, mais le sujet de la nouvelle Ligue des Champions, le sujet de le sujet d'une Super League ou pas, le sujet de championnats nationaux à 18 voire à 16. Ces questions-là vont être très importantes. Premièrement. Surtout qu'en 2024, alors ça sera négocié en 2022-2023, mais en 2024, tous les droits de TV, que ce soit Ligue 1, LFP, Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga, UEFA, FIFA, tous les nouveaux droits sont renégociés. C'est pour ça que je pense que ça peut être le Big Bang risque d'être 2024. Ouais. Et que les 3 ans qui arrivent devant nous,
vont être les 3 ans qui vont structurer l'avenir. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, on arrive à un carrefour. Donc, dire quel chemin on va prendre aujourd'hui, c'est encore un peu tôt. En revanche, ce dont je suis quasiment convaincu, c'est que on voit bien que les GAFA, on en parlait depuis un moment, tournaient autour du sujet. Et pour moi, les GAFA, c'est pour ça que je reviens sur mon point, on ne sait pas ce qu'ils vont opérer, c'est que je ne suis pas sûr que foncièrement, un GAFA s'intéresse aux 8 ou 9 matchs de championnat de la France. Parce qu'un GAFA, son intérêt, on peut regarder GAFA ou acteurs du digital comme un Netflix ou un DAZN et autres, ils sont intéressés par des contenus globaux, mondiaux, comme Michael Jordan, The Last Dance, comme la Formule 1, comme Roland Garros, etc. Ouais. Donc, être Ligue des intéressé par Champions, un ouais. PSG Monaco ou un OM OL, je crois que ça marche très bien dans leur esprit, comme ils peuvent être intéressés par un Inter Juve, etc. Est-ce qu'ils vont être intéressés par je vais vexer personne, donc je vais faire attention, mais je dirais peu importe, un Brest-Dijon ou un Metz-Reims, je suis rémois, comme ça on pourra pas me taxer euh, de favoritisme ou autre. Je suis moins convaincu. Donc là, ils l'ont parce qu'ils ont une réelle belle opportunité de prendre autant de matchs et les 10 plus belles affiches. Mais je crois qu'à horizon 2024, les GAFA seront plutôt intéressés par des droits globaux. Et peut-être qu'à horizon 2024, on n'aura plus de distinction entre droits domestiques et droits internationaux, qui, pour le coup, permettrait à la France d'avoir créé en 3 ans une proximité avec Amazon. Et je pense que la France et la Ligue 1 est le championnat qui aurait le plus de facilité à basculer dans ce schéma-là, de proposer par exemple à un acteur comme Amazon de prendre les 10 plus belles rencontres, mais tout territoire confondu. Pourquoi la France est mieux placée que les autres? Parce que nos droits internationaux sont faibles. Nous, on a 80 millions d'euros par an, là où l'Espagne a 895. Ouais. Quand tu as 895, il faut se rendre compte que c'est plus que ce qu'on va avoir c'est 1,5 fois ce qu'on va avoir sur nos droits domestiques. Ouais, non, bien c'est sûr. compliqué. Encore une fois, parce que je reviens sur ce que je disais au début et ce que j'ai vu passer dans les commentaires, j'en appelle, hop. On ne fait pas partie du Big Five. Tant sportivement qu'économiquement, on en a la preuve concrète et formelle, mais on est le All Little ou le membre le premier challenger. Le premier challenger, mais on n'est pas le Big Five. Donc à partir de là, il faut arrêter de se voir aussi beau que les Espagnols, les Britanniques ou les autres. Il faut se regarder dans la glace et accepter qu'on a un championnat qui ne vaut que 700 millions d'euros, qu'on ait des droits TV négociés jusqu'en 2024, merci Thierry, à 80, entre 75 et 80 millions d'euros. Alors voilà, maintenant, je pense que tu as raison, il faut changer les choses. Il faut y réfléchir pour 2024, pour la perspective future, afin d'améliorer les choses. Changer la loi, parce que la loi là-dessus est compliquée sur la distinction droits nationaux, droits internationaux. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur finalement avoir fait entrer Amazon dans le giron du foot français pour qu'il envisage peut-être qu'en 2024 de se positionner sur les droits globaux, nationaux et internationaux sur les grandes affiches. Mais pour ça, il faudrait solidifier la société commerciale, il faudrait changer la loi et apporter plus de liberté, déconstruire ces appels d'offres qui sont pour moi très compliqués et complexes à mettre en place et à organiser. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, mais je pense que ce qui s'est passé en 2018 et la fin on a été au bout du système. C'est la fin d'une logique. Et puis, on va pas faire le procès de 2018. On a tellement parlé. Ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. On en reparlera peut-être si Didier Quillot devient président des Girondins de Bordeaux, mais bon. C'est Gérald Lopez qui pour l'instant semble le mieux placé pour. On verra bien. On verra, mais tout est possible en football. Oui. Mais en tout cas, non, c'est clair que la suite. Alors, je vois un peu les questions en même temps. Donc, les gens qui
Comment fait l'OM? Ça, l'OM vente l'OM, c'est un autre sujet Oui. qui, soit dit en passant, Alors c'est pas, la dévalorisation du voilà, c'est championnat de pas qu'un, France, ça fait partie aussi du sujet. ça Je fait sais pas partie qui a du... posé Oui, la bien question, mais sûr. c'est vrai. C'est Nick. Non, je vois où. Mickaël 23, hop, je vais l'afficher. Non, mais c'est un vrai sujet parce que justement, au-delà de Marseille et des investisseurs étrangers, c'est surtout sur l'attractivité du championnat de Voilà. France d'un point de vue Alors, économique. c'est pour ça C'est qu'on, autrefois, en 2018, qu'on avait signé et négocié un contrat Mediapro 1 milliard, qui aussi avait mis en avant le fait que la France était une terre attractive auprès des investisseurs qui pourraient récupérer avant le contrat Mediapro à peu de frais des clubs de foot français pour ensuite faire bah, avoir un retour sur investissement lorsqu'on touchera les droits TV d'1 milliard. mais c'était vrai. Aujourd'hui, si on annonce, ce qui était vrai à l'époque, C'était vrai. Si Mediapro avait assumé son contrat, c'était vrai. ah mais c'était clairement le cas, c'était clairement ce qui devait se passer. Mm. Aujourd'hui, aller dire à un investisseur étranger, viens en France avec des clubs qui ont augmenté leurs dettes du fait de la crise économique, qui ont perdu en lucrativité, perdu en attractivité, et dont on ne connaît pas précisément l'avenir de la diffusion des matchs pour la saison 2021-2022 jusqu'en 2024. Alors, en fait, aujourd'hui, venir en France pour un investisseur n'est pas nécessairement idiot mais il faut avoir une vision moyen-long terme. Parce que c'est clairement avoir l'opportunité d'acheter bas. Voilà. Donc, mais pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la notion de Big Four, Big Five, être le premier des challengers n'empêche pas d'avoir de grands clubs. On peut parler du Portugal, par exemple, qui, avec le FC Porto ou les Néerlandais, avec l'Ajax, etc., sont capables d'avoir des clubs intéressants. N'empêche que le championnat, il est un cran en dessous. Bon, voilà, c'est ce qui nous arrive ou c'est ce qui va nous arriver pendant au moins 3 ans. Oui, Et il va falloir se remettre en cause, c'est sûr. ça, c'est sûr. Ça n'empêchera pas d'avoir un club comme le PSG qui peut avoir une ambition sportive. Euh, le problème, c'est que pour être un grand championnat, on a besoin de plusieurs locomotives. Le problème du football français, c'est que on a 2 locomotives naturelles que sont Paris et Marseille. Lyon en est une quand Lyon est sportivement au niveau. Mais si Lyon décroche du podium, Lyon n'est plus un tireur d'audience, n'est plus un driver d'audience. Le problème, c'est que nos 2 locomotives, si on regarde bien, ça fait quasiment 30 ans qu'elles sont jamais ensemble, en forme ensemble. Jamais au même moment. C'est l'une ou Bah, l'autre. si on l'a, oui, c'est vrai. Après, tu me diras que Tu l'as eu 1 an ou 2. tu l'as eu avec Monaco et Paris, tu l'as. Mais Monaco, c'est Oui, pas pareil que Marseille. il y a une Monaco, c'est question pas pareil que fiscale. Marseille. Non, non, non. Je parle en termes d'audience, en termes Oui, enfin, oui. Ouais, d'affluence, ouais. qui crée de la valeur Ok, dans le système. ouais. Je parle pas de l'équipe. Bravo à Monaco, c'était une très belle équipe. Leur titre, y a rien à redire. C'est comme le titre de Lille, il y a rien à redire. Bravo, le PSG avait qu'à être plus solide. Ok, très bien. N'empêche que est-ce que Lille, comme Monaco, arrive à faire passer la barre des 2 millions dans des chocs télévisés, arrive à remplir le stade? Alors évidemment, cette année, c'était pas possible, mais est-ce que Lille champion, puisqu'on va retrouver du public dans les stades, et c'est tant mieux, est-ce que Lille champion, quand il va aller à Angers ou ailleurs, va remplir le stade? Je sais pas. Bah, c'est pour ça que John Je sais Stark, pas. j'aurai les questions en même temps, parce qu'il y a beaucoup de questions qui défilent. Comment améliorer le produit Ligue 1? Parce que c'est Bah, quoi les perspectives? Parce que toi comme moi, on le sait, on est vraiment le nez dans les dossiers en permanence au quotidien sur la réflexion économique, sportivement. Enfin, heureusement, on est dans un sport. Forcément, le sport est directement corrélé à l'économique. Est-ce que l'argument qu'on m'avait sorti, par exemple, de dire que la France fait partie du Big Five et que le championnat devrait être valorisé à 600, 700, 800, voire 900 millions d'euros, c'est parce que d'un point de vue démographique, la France comptant 68 millions d'habitants avec un fort pouvoir d'achat, ah oui. on doit pouvoir compter sur 2, 3, 4, 5, 6 Ah, millions d'abonnés payants. Quand tu vois que le match de l'équipe de France hier a été vu par 15 millions de personnes, on est un pays de football. Mais pour autant, bah, on a Téléfoot alors, qui fait 500 000 et oui, mais les chaînes qui ne veulent pas de la Ligue 1 parce que ça ne marche pas. alors, moi, 2 choses par rapport à ce que tu dis. Un, je pensais, j'espérais
qu'on arriverait à des droits télé qui dépasseraient la barre des 800. D'accord. Donc, c'est pas le cas. Donc, on peut dire que je me suis trompé. Je pense que en valeur théorique, les 800 aujourd'hui, le milliard hier, voire le milliard aujourd'hui, la France peut et devrait les avoir. En revanche, on a une spécificité, c'est notre nombre d'acteurs de télé payante. C'est-à-dire que, contrairement à nos voisins, on a trop d'acteurs. Donc, si tu regardes le nombre d'abonnés à la télé payante en France, et tu le compares à l'Allemagne et à l'Italie, on est soit au même niveau, soit au-dessus d'eux. Sauf que c'est réparti en plus d'acteurs. Ça veut dire que chaque acteur n'a pas assez d'argent pour surenchérir et monter au-dessus. Alors qu'en fait, notre problème, c'est que notre marché ne s'est pas consolidé par rapport à nos voisins. Donc ça c'est un problème. Et c'est un problème qui est en partie dû, en fait, la LFP ou la LNF hier, la LFP aujourd'hui, et Canal+ ont grandi ensemble pendant 20 ou 30 ans, jusque Pierre Lescure, etc., Charles Bietri. Et donc, ils étaient dans une relation gagnant-gagnant. Je mettais plus, mais tu créais de la valeur, donc je gagnais plus. Ce qui est le cas de Biscayebee en Angleterre. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'on peut cibler ça autour du milieu des années 2000. Il y a eu une approche, après Jean-Marie Messier, etc., on a eu une approche beaucoup plus financière de la gestion de Canal+, comptable, et quelque part, Canal a essayé d'acheter au moindre coût des droits. Je vais prendre un exemple, le rugby. Canal a régulièrement accompagné le rugby à progresser, mais au début des années 2010, je crois, les droits de rugby, quand Canal s'est retrouvé tout seul, sont passés de 32 millions à 34 millions d'euros. Oui, ils ont augmenté alors qu'ils avaient le monopole, c'est vrai. Voilà, ils ont augmenté de 3 fois rien. Ouais. Et du coup, il a fallu que beIN Sport arrive dans la concurrence pour que Ça du passe coup, à ça passe à 78. 75, 90 Ouais. et ça dépasse les 100. Ouais. Donc, à un moment donné, Canal a arrêté d'avoir cette relation de partenaire pour avoir une relation de prestataire ou de candidat à un appel d'offres. Et c'est là qu'a changé la relation avec le football. Après, je ne fais pas des présidents de club et de la ligue des saints et des victimes de l'affaire, mais les torts sont au moins partagés. Oui, c'est vrai que pendant trop longtemps, on a eu le sentiment que les dirigeants de club, finalement, ne se remettaient pas en question, ne se remettaient pas en cause et attendaient simplement à ce que Canal mette plus d'argent sur la table pour, au final, faire peu de développement, peu de projets, peu d'investissements de long terme structurels. Peu de fonds propres ont été constitués malgré l'augmentation des droits TV. Et c'était simplement, on augmente les salaires, on augmente les indemnités, mais on n'a pas de réflexion à plus ou moins long terme, parce qu'on disait que de toute manière, Canal payera. Canal sera toujours là. Là, concrètement, heureusement que ça s'est arrêté, parce qu'il ne pouvait pas continuer à fonctionner de la sorte. Oui, et là, il y avait une question, je ne sais plus de quel internaute, mais qui était de dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour créer de la valeur? Ouais. De toute façon, là, il y a des questions que... Parce que c'est une question sur la fiscalité, par exemple, qui oui, mais revient bon. souvent pour expliquer le Oui, niveau mais français. la fiscalité, pour le coup, c'est un vrai handicap français et je ne vois pas comment ça pourra bouger. Je ne vois pas comment ça pourra bouger parce que quand on voit l'état de la France au sens large, je ne parle pas d'un point de vue financier, mais d'un point de vue social. Déjà, juste un exemple. Autoriser de dépasser le couvre-feu pour finir le match de Roland-Garros et évacuer la place de la République ou les Tuileries, on voit déjà comment ça fait réagir. Alors, imaginez octroyer des avantages fiscaux au football et aux footballeurs. Surtout là, en période électorale. Oui, mais, on n'en parle même pas. Donc ça me paraît. Mais il faut avoir conscience que c'est un vrai handicap. Le PSG à lui tout seul paye plus en charge que l'ensemble de la Liga ou de la Serie A, voire même de la Bundesliga. Donc voilà, c'est un vrai handicap. Et quand on dit mais pourquoi le PSG recrute pas en France? Faut garder à l'esprit que recruter un joueur à l'étranger pour le PSG, c'est avoir le régime des impatriés, c'est-à-dire des avantages fiscaux, que recruter un joueur en France, au-delà du fait que dès que le PSG s'intéresse à un joueur, exemple On augmente le Cavaninga, prix. le prix, tiens, d'un coup d'un seul, Cavaninga La vaut 100 taxe millions d'euros. PSG.
Ouais. Voilà, donc. Alors je précise, le régime des impatriés, pour ceux qui nous écoutent, tous les étrangers qui n'ont jamais vécu et travaillé en France et qui arrivent donc en France pour au-delà de 5 travailler. ans, je crois. Oui, il y a au moins 5 ans, voilà. qui n'ont jamais ou il y a 5 ans au moment de leur arrivée, sont exonérés de 30% d'impôt sur le revenu et exonérés, alors c'est plus l'ISF maintenant, c'est l'impôt sur la plus-value immobilière, je ne sais plus comment il s'appelle, l'IFI. Oui, ça doit être ça. Mais en tout cas, ils sont exonérés de 30% d'impôt. Pendant 5 ans, le temps de leur contrat de présence en France, c'est soit pour des Français qui n'auraient plus vécu en France depuis au moins 5 ans et pour qu'ils reviennent en France, soit pour des étrangers qui n'auraient jamais travaillé en France. Donc effectivement, tu l'as dit, entre un Kamavinga qui irait de Rennes à Paris, donc il paierait toujours autant d'impôts, et le PSG paierait toujours autant d'impôts, et négocierait son contrat en intégrant les impôts pour que le joueur touche du net et le net qu'il souhaite, ça coûterait beaucoup plus cher que le PSG qui irait prendre un joueur étranger ou un Français évoluant à l'étranger qui ne serait plus revenu en France depuis au moins 5 ans. Parce qu'il y a ce régime des impatriés qui touche directement les finances et la comptabilité des clubs. L'IFI, voilà, Pierre Froide. Voilà. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui sont... alors, pour le coup, ce sujet-là, peut-être qu'il peut faire l'objet d'un aménagement, mais après, sur le système des... Ce qu'ont fait les Italiens, par exemple. Bien sûr, mais c'est comme ça que Cristiano Ronaldo est arrivé. Hein, c'est pas... Et ce qu'avaient fait aussi les Espagnols pour l'arrivée de David Beckham, la loi Beckham, qui permettait une exonération d'impôts pour tous les joueurs étrangers. Voilà. Donc, il y a comme ça des cas spécifiques dans les pays étrangers, l'Italie, l'Espagne, pour améliorer Alors, est-ce que j'ai parlé de compétitivité? En tout cas, d'améliorer la compétitivité fiscale des clubs de foot. Voilà. Donc, mais bon, ça, ce sont des sujets qui sont, je pense que l'homme ou la femme politique qui voudrait faire ça, je l'encourage à le faire après l'élection de 2022. Si en parler maintenant, je crains prendre un risque électoral assez fort. Mais bon, c'est prendre un risque, mais alors je ne sais pas si on va rentrer dans ce débat de la fiscalité. Alors moi, je vous dis tout, je vous cache rien, et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, mais je vous le dis quand même. J'avais été auditionné par l'équipe de campagne même si c'est pas du tout mon candidat, je précise, mais j'avais été auditionné par l'équipe de campagne de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, qui est candidat à la présidentielle 2022 et qui m'avait posé ces questions-là justement sur la fiscalité. Déjà candidat à la régionale pour l'instant. Candidat régional Hauts-de-France et il a expliqué que s'il remportait l'élection, il serait candidat à l'élection présidentielle de 2022. Et il mettait en avant dans leur programme, futur peut-être programme de campagne pour la présidentielle, la question de la fiscalité, en l'occurrence vis-à-vis des sportifs et des joueurs de foot. Et c'est vrai que on a beaucoup discuté, on a beaucoup bavardé là-dessus, on a beaucoup débattu. Et moi, mon opinion à ce sujet, que ce soit ou pas un débat électoral, ou en tout cas un débat politique en période électorale, ou en tout cas un débat naturel en période électorale, mon opinion au sujet de l'impôt, c'est qu'il faut que ça soit incitatif. Il faut que ça soit conditionné. Il ne faut pas que ça soit comme on l'a fait pour le PG aujourd'hui, pour les exonérations en période de crise, donné gratuitement sans demande de contrepartie. Moi, ma proposition que je leur ai faite, c'était que oui, ok, on paye beaucoup d'impôts, les clubs payent beaucoup d'impôts, beaucoup de charges patronales. On pourrait, pour leur compétitivité, favoriser des réductions fiscales à la seule condition qu'ils fassent ils respectent des quotas de joueurs formés localement, ils respectent des quotas de joueurs nationaux inscrits sur la feuille de match, ils respectent des quotas de masse salariale plafonnés, de nombre de joueurs sous contrat, différents paramètres que la Ligue, que l'UNFP pourrait négocier directement et que les clubs pourraient négocier directement. Mais si on réfléchit à des mesures fiscales avant, pendant ou après la campagne électorale, moi, mon opinion, ce serait que ça soit fait de façon conditionnée et pas donné gratuitement juste en espérant que ça fonctionne. Oui, mais dans ce que tu dis, dans les approches conditionnées, tu peux avoir un conditionnement ou tu peux avoir une orientation. Oui, c'est un peu comme tout ce qui est taxe sur la formation. Pourquoi à ce moment-là, la partie des charges payées par les clubs ne pourrait pas aller vers, par exemple, leur fondation et que ça se traduise par des actions sociales ou sociétales. Parce que j'ai entendu le président Macron parler de l'équipe de France et du sport en général dernièrement.
un discours très intéressant. Enfin, il était sur à l'Afterfoot ou sur RMC, je sais plus exactement. Ouais, Mais c'était intéressant ce qu'il dit. Mais entre ce qu'il dit et quand tu regardes le budget du ministère des Sports ou de l'Agence nationale des sports, tu as un décalage colossal. S'il croit à tout ce qu'il dit par rapport au rôle du sport, son lien social, etc., alors on a un vrai problème parce que réellement, le sport en France, c'est le dernier du dernier de la classe en termes de moyens. Oui, alors même si les gens du Cosmos diront le contraire, alors le Cosmos, c'est l'union des syndicats des clubs professionnels. Oui, il faut le préciser parce que sinon... Mais quand on fait le comparatif entre le plan de relance pour la culture de 2 milliards et le plan de relance pour le sport de 480 millions, oui. Voilà, c'est le jeu. Oui. Alors après, le Cosmos dit que c'est faux parce qu'il faut intégrer aussi les aides, les PGE, les exonérations de charges compte tenu des clubs professionnels. Mais voilà. Parce qu'eux, ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas 480, et même la ministre aussi le dit, c'est 1,8 milliard. 1,8 milliard. Ok, parce que dans le 1,8 milliard, tu as aussi les PGE, les exonérations, tout ça. C'est vrai, sauf que tu as parfaitement raison. Le plan de relance de la culture, c'est 2 milliards, plus tout ce que le secteur économique de la culture a eu, comme le secteur économique du sport, ce qui est d'ailleurs normal. Mais bien sûr. Ce qui est d'ailleurs normal. À la seule, enfin, normal, moi, je reste très ancré là-dessus. Je trouve qu'on n'a pas été assez, comment dirais-je, on n'a pas dirigé et fléché les aides. On n'a pas dit, OK, je vous aide, mais par contre, s'il vous plaît, essayez de réduire les salaires, essayez de réduire les charges, essayez de réduire vos dépenses. Non, tu as raison. En même temps, c'était un contexte quand même violent et soudain. Donc, mais bon, sur le fond, tu as raison. Maintenant, donc, pour revenir sur notre sujet, améliorer la Ligue 1 ou améliorer notre football d'une façon générale. Donc, il y a des questions ou des pistes que l'on traite avec l'Observatoire du sport business depuis très longtemps. Le retour à 18, voire le passage à 16, on passait pour des grands méchants pendant des années. J'ai failli dire un autre mot, mais je ne veux pas rentrer sur le sujet politique. Mais est-ce que tu as la curiosité, mais qui n'est pas intéressante, mais est-ce que tu as eu la curiosité d'aller voir les commentaires de SoFoot de ton interview sur la Ligue 1 à 18 ? Non, mais n'y va pas. J'imagine que je n'ai pas que des mots gentils. Non. Mais oui, mais un, c'est le sens de l'histoire. Deux, enfin bref, on va pas rappeler le truc, mais oui, évidemment qu'il faut passer à 18 et même qu'il faudrait se pencher sur le 16. Deuxièmement, il y a un sujet de lien de solidarité entre la Ligue 1 et la Ligue 2. On a, par exemple, tu parlais tout à l'heure de conditionner les salaires et autres. Un des gros problèmes de la France, c'est on est coincé en Ligue 1 par une double inflation, enfin, ou une double tendance qui pousse à l'inflation des salaires. Si vous ne payez pas un certain prix vos jeunes joueurs de talent, de toute façon, ils partent à l'étranger. Parce que, notamment en Angleterre, jusqu'ici, ils sont capables, un club de bas de première ligue est capable de proposer un salaire supérieur à un haut de Ligue 1. Mais même de seconde division. Hein. Et même de seconde division. Donc, tu as cette inflation par le haut. Et tu as une inflation par le bas, parce que par le mécanisme de solidarité entre la Ligue 1 et la Ligue 2, les clubs de Ligue 2 se retrouvent avec quelque chose comme entre 120 et 130 millions d'euros qui vient de la Ligue 1. Ouais, ça veut 19% de versement solidarité. Oui. 20%, ça veut dire qu'en fait, les droits télé de la Ligue 2 jusqu'ici, c'était 25 millions d'euros de mémoire, ou 25 ou 30. Ça veut dire que la solidarité de la Ligue 1 vers la Ligue 2, c'est 4 fois ce que vaut la Ligue 2 toute seule. Que fait un club de Ligue 2 quand il reçoit cet argent-là ? Il paye des joueurs. S'il avait moins d'argent, il payerait les joueurs moins cher ou il payerait d'autres joueurs. Mais en fait, il payerait les mêmes joueurs. Parce qu'un joueur de Ligue 2, s'il joue en Ligue 2, c'est qu'il ne peut pas jouer en Ligue 1. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que je crois que c'est avec Thibaut Leplat qu'on a eu ce débat-là, parce que c'est l'argument qu'on me ressort à chaque fois lorsque je prédis une baisse future des salaires vu qu'il y a moins d'argent. J'avais eu ce débat sur le plateau L'Équipe 21 par la chaîne L'Équipe et c'est un certain Raymond D, je ne citerai pas son nom, qui a
qui a dit que j'avais tort et que j'avais tort de croire à ce que je pensais lorsque je disais que le foot français devra s'imposer une rigueur et une cure d'austérité et réduire les salaires, parce qu'il disait, mais si on fait ça, les joueurs partent à l'étranger. C'est quand même assez naïf de dire ça dans la mesure où, les joueurs qui partent à l'étranger et qui sont achetés par les clubs étrangers sont les bons joueurs qui seraient partis de toute manière, que 2, le foot se joue à 11, que ce soit en France ou à l'étranger, et quand les clubs étrangers ont déjà des effectifs pleins, ils ne vont pas non plus voler nos 600 joueurs professionnels, et que 3, tu as parfaitement raison, les joueurs de Ligue 2, par définition, ils jouent en Ligue 2, qui ne partiraient pas à l'étranger. Ils n'ont pas le niveau pour... ou alors ils partiraient en Division 2 étrangère. Exactement. Alors moi, je précise une chose avant de me refaire. Alors Hypnor, c'est Raymond D. Pas son nom. Je dis tout de suite, avant que les amis de SoFoot ou les lecteurs de SoFoot me crucifient, je suis pour réduire cette solidarité. En revanche, je suis pour qu'il y ait une solidarité. Et en fait, je pense qu'il faut arrêter de donner de l'argent à la Ligue 2 qu'elle ne crée pas, qu'elle crée sa propre valeur et qu'elle ne vive pas sur la valeur de la Ligue 1. En revanche, elle est trop dépendante. Elle est dépendante. Elle est, en fait, la Ligue 1, les clubs de Ligue 1 sont télédépendants et les clubs de Ligue 2 sont Ligue 1 dépendants. En revanche, ce que je penserais plus intéressant, c'est que d'acter le fait que les clubs de Ligue 1 devraient prêter des joueurs aux clubs de Ligue 2. Je préférerais que les clubs de Ligue 1 prêtent et payent le salaire de joueurs qu'ils prêtent à la Ligue 2, au lieu de donner de l'argent à la Ligue 2, qui passe des joueurs. Et donc, à ce moment-là, on pourrait... Pourquoi un club... On critique le PSG, mais quand... le PSG, par exemple, mais quand tu t'appelles PSG et que tu as dans tes jeunes des très bons attaquants, un très bon gardien, d'accord, tu as Navas devant, très bons attaquants, tu as Icardi, tu as Neymar, tu as Mbappé. Faire jouer ton jeune, c'est pas facile, hein. Ouais. Et il faut vraiment que ce soit un crack comme un Mbappé pour lui donner du temps de jeu. C'est vraiment pas facile. Donc, moi, je préférerais qu'à ce moment-là, ils aient réellement du temps de jeu et que derrière, tu assumes et tu prêtes ces joueurs-là. Et qu'à ce moment-là, la Ligue 1 garde plus d'argent. Et après, on peut réfléchir au mécanisme de la Ligue 2 pour créer de la valeur, des vrais barrages. On peut imaginer pas mal de systèmes. Donc, pour tous ceux, les haters c'est vrai que toi, tu parlais, je me rappelle, autrefois, tu me parlais, enfin autrefois, c'était il y a 3 semaines, mais tu me parlais c'est pas un souhait, mais c'est une perspective, ou en tout cas une proposition, de pouvoir autoriser, comme en Espagne, à ce que les équipes B des grands clubs puissent évoluer en Ligue 2. Le PSG B, le Marseille B, Lyon B, Monaco B, comme ça se fait en Espagne, pour que, effectivement, ces bons joueurs formés dans charge à eux de sportivement se qualifier pour y aller, hein. Eh oui, bien sûr, c'est pas. On les impose pas directement. Voilà, ils commencent en national et ils montent sportivement jusqu'à la Ligue 2. Il y avait soit ça, soit je pensais aussi pour protéger les territoires et pas tout centraliser dans les grandes villes françaises. Des groupes. Des groupes, non, en tout cas, pourquoi ne pas réfléchir à ce qu'il y ait des copropriétés, des multipropriétés aussi en France. Et que par exemple le PSG puisse s'associer directement, je ne sais pas, avec Orléans, avec Rodez, avec Le Mans, avec des clubs. Alors, il y a deux approches. Il y a deux approches. Il y a une approche partenariat et il y a une approche filiale. Ça revient à la question qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à 2024. Vers quelle direction le football, pas français, mais global, va aller. Si on veut, c'est un débat que j'ai régulièrement, notamment avec Christophe Le Petit du CDES, le sujet de la régulation. À un moment donné, il faut trouver le bon point d'équilibre au niveau de la régulation. Je pense que le point de régulation, moi je ne crois absolument pas à la mise en place d'un salary cap dans notre schéma actuel, parce que salary cap, ça veut dire que on empêche certains d'avoir une ambition, même s'ils en ont les moyens. Donc c'est embêtant. Ils vont lutter contre, ils vont protester, ils vont attaquer en justice. En revanche, il suffit de mettre un nombre limité de joueurs, de contraindre un nombre de joueurs. Ouais. Alors, cette limite, elle existe au niveau des compétitions européennes. Le 31 août, tu dois fournir ta liste de joueurs inscrits, mais elle n'existe pas au niveau national. Donc, il faudrait la mettre au niveau national. Après,
les clubs et Red Bull, comme City, ont compris le truc, ils le contournent avec des clubs filiales. Et donc, ils démultiplient leur nombre de joueurs. Si on veut réellement lutter contre ça, il faut interdire la multipropriété. Mais la multipropriété, elle existe déjà un petit peu sous notre nez. Lille est champion, bravo à eux. Dans leur capitale, il y a un fonds qui s'appelle Elliott, qui est par ailleurs propriétaire du Milan AC. Il est parti où, au fait, Maignan? Excusez-moi. Je dois avoir l'esprit mal tourné. Ouais, c'est vrai que beaucoup sont posés la question de ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais après, au-delà de ça, ce concept de multipropriété, on peut aussi parfaitement l'envisager à l'échelle franco-française. À mon sens, ça serait beaucoup plus intéressant pour soutenir la formation, pour soutenir les territoires. Mais tu as entièrement raison. De la Ligue 2. Tu as entièrement raison. En fait, c'est ce qui se passe en Amérique du Nord. C'est ce qu'on appelle. Ça veut dire que tu as ta Ligue 1 qui est ta ligue du spectacle sportif, et ta Ligue 2 serait ce qu'on appelle une ligue de développement. Ouais. Dans le système des franchises, que ce soit NHL, NBA, MLB, NFL, la plupart du temps, les franchises ont ce qu'on appelle une franchise dans une ligue de développement qui leur permet d'envoyer leurs jeunes jouer, gagner du temps de jeu. Ça sert à ça. Ouais. Et pour moi, une Ligue 2, elle devrait servir à animer le territoire. Quand tu es à Niort, c'est pas parce que Niort est en Ligue 2 que tu vas ouvrir le journal de 20h de TF1 en parlant de Niort. Ouais. Donc, tu n'auras pas la même exposition, c'est pas vrai. En revanche, ça permet à la ville de Niort d'avoir tous les 15 jours une animation de la vie. Il va se passer quelque chose dans la ville. Donc ça, c'est intéressant. Et deuxièmement, ça devrait servir à développer des joueurs, donner du temps de jeu. Moi, je verrais bien une Ligue 2 qui associerait des vieux grognards expérimentés avec des jeunes joueurs à côté qui vont s'aguerrir. Ça devrait servir à ça, une Ligue 2. En tout cas, attends, alors, admettons, si je prends tel quel pas ton projet, mais en tout cas tes propositions, est-ce que même tu serais prêt à envisager, pour vraiment se calquer sur le principe et le modèle américain, pas forcément la Ligue 1 fermée, mais carrément réduire le nombre de relégations, ou alors passer par de difficiles playoffs en Ligue 2 qui empêcheraient quasiment de fait à ce que des clubs de Ligue 2 montent en Ligue 1? Pour protéger l'investisseur. Oui, mais moi je pense que c'est une erreur. Et c'est le système qu'on a là. Le barrage tel qu'il est conçu là est fait pour protéger les clubs de Ligue 1. Et je pense que c'est une erreur. Je vais te donner un exemple qui est absolument pas sportif. Tu t'appelles tu t'appelles Coca-Cola, puisqu'on en parle ces derniers temps avec Cristiano Ronaldo. Tu t'appelles Coca-Cola. milliards de dollars. Juste parce qu'il a posé une canette, mais bon. Tu t'appelles Coca-Cola et tu as une négociation commerciale avec le groupe Leclerc et tu te fâches avec eux et ils te sortent des rayons pendant 3 mois. Évidemment que tu vas passer un mauvais trimestre au niveau de ton chiffre. Mais à un moment donné, vous rediscutez et hop, t'es remis dedans et tu revends. Je pense que avoir un système qui est ouvert fait que ta relégation, c'est une mauvaise période, mais c'est pas grave, tu vas remonter. Alors que quand tu es dans un système qui veut sécuriser, tu n'es jamais à l'abri de louper ton barrage et de tomber. Et à ce moment-là, tu peux te retrouver comme Lens. Lens a passé combien de temps en Ligue 2? Tu peux te retrouver comme Le Havre, comme Nancy, sont des clubs qui ont une histoire en Ligue 1. Mais ils ont loupé la marche, ils sont tombés et ils mettent un temps de fou à remonter. Donc, moi, je préfère un système où tu tombes parce que tu as fait une mauvaise saison, mais tu as beaucoup plus de chances de revenir. Du coup, la relégation est moins grave. En gros, tu serais pour. Alors, si c'est une Ligue 1 à 18, par exemple, tu serais pour le système de 2 relégations, 2 accessions, sans play-off, sans rien, juste. Non, en fait, je serais pour. Moi, je serais pour une Ligue 1 à 18, voire 16, mais 3 relégués à 18, peut-être 2 à 16. Mais 3 à 18, c'est quand même pas, c'est pas mal. Hein. Oui, mais il y en a combien en Allemagne? Oui, non, c'est ça. Oui. Allemagne, c'est 2 plus un barragiste, hein, je crois. Oui, mais bon.
bon, je te donne, ça ne me donne pas raison pour autant, ce n'est qu'un avis à partager. Je préférerais 18-3 et une Ligue 2 à 22 ou 24, mais avec des barrages à l'anglaise, c'est-à-dire tu fais monter les deux premiers et tu fais barrage 3, 4, 5, 6 avec des vrais barrages, c'est-à-dire tu fais 3 contre 6, tu fais 4 contre 5 et après tu fais la finale. Et là, tu vas avoir des matchs événements qui vont aider la Ligue 2 à avoir plus de valeur au niveau de ses droits. Et donc, tu vas compenser le fait que la Ligue 1 donne moins de droits à la Ligue 2, parce que la Ligue 2 va créer sa propre valeur. Vaut mieux qu'elle crée sa propre valeur qu'elle soit Ligue 1 dépendante. Non, mais ça, par contre, c'est vrai. Hein. Ça, c'est totalement vrai que la Ligue 2 est Ligue 1 dépendante. Ce que personne ne dit. Hein. Ce que personne ne dit, mais secrètement, en tout cas, officieusement, tout le monde le conçoit et tout le monde le comprend. La Ligue 2, là, c'est simple. Aujourd'hui, alors, j'avais les chiffres. Je crois que c'est 9 millions d'euros qu'ils vont récupérer. Amazon, voilà, mais c'est le contrat de Beansport qui est à 30, donc ça fera une Ligue 2 droit TV à 39 millions d'euros. 9 millions Amazon et 30 millions Bean. 39 millions, mais ils vont toucher 100 millions de la part solidarité de la Ligue 1. Donc, tu vois, c'est 3 fois plus par la Ligue 1 de ce que touche naturellement toute seule la Ligue 2. Donc oui, il y a une totale Ligue 1 dépendance et il faudrait trouver les moyens. La question portait sur valoriser le produit Ligue 1 et j'ai vu, c'est vrai que voilà, c'était Maxime Sada qui parlait dans l'after qu'effectivement les audiences sont très faibles, les gens ne sont pas intéressés. Je voyais un commentaire qui passait, il faut que je le retrouve, qui disait que les médias mainstream, entre les médias globaux généraux, ne parlent finalement que du PSG, de Marseille et de Lyon, mais pas des autres clubs. Donc comment les mettre en avant, comment inciter les gens à venir au stade ou à s'y intéresser si personne n'en parle. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire quand les autres clubs sont de nature à retenir l'intérêt, les gens en parlent. On a parlé de Rennes là, ces derniers temps, parce que Rennes avait bien travaillé. On a parlé de Lille, parce que Lille avait bien travaillé. C'est clair qu'en général, on parlera tous les ans, quoi qu'il arrive, de Marseille et de Paris. Mais les autres, s'ils travaillent bien, on en parle. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Mais le souci, c'est ça. C'est que s'ils travaillent bien, on en parle. C'est oui, mais pendant combien de temps les clubs allaient se battaient pour être européens et ne jouaient pas l'Europa League? Pendant combien de temps on a vécu ça? Ça, c'est pareil, il faudrait trouver une solution alors là, moi, j'avais fait cette proposition de conditionner l'octroi d'une partie des droits UEFA, voire des droits LFP, aux performances en Europa League. C'est ce qu'a fait la première. La première ligue, qu'est-ce qu'elle a fait il y a 5-6 ans, parce que les clubs anglais sont naturellement centrés sur la première ligue, parce que c'est leur ADN, c'est leur histoire. Et il y avait un décalage entre la puissance financière de la première ligue et son indice UEFA, parce que les clubs la jouaient pas quasiment. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, la première ligue a décidé de donner une enveloppe pour soutenir la performance des clubs anglais, enfin pour remercier la performance des clubs anglais dans les compétitions européennes, parce que ça allait soutenir l'indice UEFA des Anglais, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça. Encore une fois, il ne faut pas juste se baser sur le profil économique de la France, 68 millions d'habitants, 5, 4, 6, 7, 8, 9 millions de fans de foot, mais considérer que si tu as la prétention de croire que tu peux être vendu 800, 900 millions d'euros de droits TV et droits TV internationaux à au moins plus de 100 millions d'euros, bah, il faut que tu le démontres sportivement. L'enjeu, il est sportif. Et sportivement, c'est aussi la comparaison internationale, c'est les performances européennes. Et c'est pas parce qu'on est champion du monde avec l'équipe de France qu'on aurait le droit de croire que la Ligue 1 est performante. En fait, j'ai entendu aussi cet argument de dire que parce que le PSG, parce que l'équipe de France. Là aussi, on a partagé sur l'observatoire là juste avant l'Euro le nombre d'internationaux jouant dans les championnats domestiques. On est à 19% dans l'équipe de France. Et donc, les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols sont entre 42% et 88% de leurs joueurs évoluant dans leur championnat domestique. Ça veut dire quoi? Soit leurs joueurs sont pas bons et ils n'arrivent pas à les exporter,
soit ils ont les moyens de les garder. Et donc nous, voilà, on est le Brésil de l'Europe. Voilà, on forme, c'est vrai, c'est bien, on forme de bons joueurs, mais on les regarde partir. Et ça, c'est un aveu de faiblesse de notre championnat. Un aveu de faiblesse, mais aussi un économique. choix. C'est un choix économique qu'on a fait depuis l'arrêt Bosman, à vouloir devenir le pays formateur de l'Europe, à exceller dans la formation et dans la détection, mais ne pas être capable derrière de pas dans la détection, enfin la détection nationale, la détection locale. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Quand je dis la France, c'est les clubs. Oui. Les clubs sont très performants pour le détecter, former localement, ça c'est vraiment une évidence. Et donc, l'erreur, c'est aussi la résultante d'un choix qui a été fait. D'un choix. Alors, je reprends les propos, alors ça va être l'occasion d'en parler, même si on sort un peu du cadre économique, mais les propos de Pablo Longoria, le président de Marseille, sur la formation, alors je ne sais plus dans les termes précis, mais la formation généraliste des joueurs, en disant qu'en gros, la France formait des joueurs moyens, standards, sans véritable identité de jeu, sans véritable intelligence de jeu, parce que le but n'était pas de les faire jouer et de performer avec leur club, mais le but était de les revendre et qu'ils soient parfaitement adaptables aux quatre coins de l'Europe, qu'ils puissent s'adapter au championnat anglais, au championnat espagnol, au championnat italien. Au championnat Moi, j'ai pas tout à fait compris qu'il disait qu'on formait des joueurs moyens, mais j'ai compris qu'il... Alors, moyen dans le sens standard. Oui, c'est-à-dire, moi, ce que j'ai compris, c'est ce qui est reproché au football français, c'était de former des joueurs, des individus, mais pas de projet de jeu. Voilà, il n'y a pas d'identité collective. Exactement. Et on a vu tout de suite une levée de bouclier très corporatiste s'effectuer. Ouais. Notamment un certain Raymond D. Mais tu pars en vacances avec lui la semaine prochaine, non? C'est pas ça? À l'instant, je vois un commentaire de Mickaël23 qui dit Raymond D est devenu une caricature de lui-même et il critique Raymond D défend ses intérêts, donc je cite Raymond D. Non, mais je ne sais pas qui c'est. Non, mais voilà, la force de l'Allemagne a été, au lendemain de la Coupe du Monde 2002, d'être capable de mettre à plat toutes les questions et de se réinventer. Nous, je pense qu'on a rarement une vision moyen-long terme. On a une vision comptable immédiate. Totalement sur beaucoup de sujets. Après, c'est facile à dire quand on tient pas le chéquier. Hein. Toi et moi, on paye pas les salaires à la fin du mois. Donc, Non, mais alors, attends, de la part des clubs, on peut l'accepter parce que c'est aussi des chefs d'entreprise qui doivent gérer une comptabilité, une gestion, ça c'est vrai. Mais il y a quand même des gens que moi j'aimerais beaucoup entendre, et je crois qu'il y a un commentaire qui est passé là-dessus, il y a quand même des gens que j'aimerais beaucoup entendre, non pas sur les perspectives de court terme, sur les droits TV, sur la Ligue 1-18, mais sur la construction durable et future du football français, c'est les gens de la Ligue, c'est Vincent Labrune. Quels sont leurs projets de long terme, leurs projets durables, quelle vision ils veulent transmettre, ils veulent construire, vers quel football ils veulent aller. Tu parlais de l'Allemagne qui s'est remise en cause. Alors, il y a à la fois Euro 96 et Coupe du Monde 2002 où ils ont construit des projets avec la fédération, avec la DTN, avec la Ligue pour la perspective 2006 et à terme 2014 champion du monde. Donc, il y a un projet de long terme. Idem l'Espagne qui en 2006-2007 subit la crise économique. Les clubs sont exsangues, sont totalement ruinés par la crise économique des subprimes et décident pour survivre, de se remettre totalement en cause, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue sportif. Et on voit la suite. L'Espagne, c'est le Real, c'est le Barça, c'est l'équipe nationale. Voilà, il y a eu une question, une réflexion sur les projets de long terme. Est-ce que ces projets, actuellement, les clubs, c'est compliqué, mais la Ligue les a? Alors, salut Thierry. Pour le coup, salut Thierry. Pour le coup, je pense que c'est difficile d'en tenir rigueur à Vincent Labrune parce qu'il vient d'arriver et il fait actuellement le pompier sur un dossier complexe qu'est les droits. C'était plus facile d'avoir ce genre de réflexion avec Frédéric Terrier qui restait un long moment. Cette question-là, c'est comme on l'évoque, c'est une question de moyen-long terme. Donc, je pense que si Vincent Labrune reste sur plusieurs mandats et qu'il n'aborde pas ce sujet-là, là, on pourra lui en tenir rigueur. Oui. Mais au-delà de ça, c'est la Ligue. En fait, la vraie question, c'est parce que la Ligue aujourd'hui, elle n'est pas légitime sur ce sujet-là. Il n'y a pas de direction technique de la Ligue.
Ouais. Les directions techniques, elles sont dans les clubs ou à la fédération. Mais alors que la Ligue est constituée, ce que tu évoques pose la question de dire est-ce qu'une Ligue ne devrait pas avoir une direction technique? Est-ce qu'elle ne devrait pas avoir un travail avec les clubs pour réfléchir sur le produit jeu? Ça, c'est une question, effectivement, que je n'ai quasiment jamais entendue et qui se pose dans ce qu'on se dit, mais je pense que la Ligue, elle ne peut pas l'assumer toute seule. Elle peut provoquer la discussion en mettant autour de la table les clubs et la fédération, parce que la fédération, elle doit avoir cette réflexion-là. Elle doit avoir cette réflexion avec les centres de formation. La Ligue, elle pourrait être légitime à l'avoir aussi, puisque les centres de formation sont liés au club et donc à elle. Ouais, bah oui, puisque même la Ligue est nommée par les dirigeants de club. Donc c'est indirectement les représentants des clubs. Donc Vincent Labrune a été nommé par les dirigeants. Donc c'est ces mêmes clubs qui devraient aussi lui imposer une marche à suivre. Mais au moment où on se parle, il n'a même pas 1 an de mandat. Oui, non, bien sûr. Voilà, donc c'est en cela que je dis. Il doit gérer une crise économique, c'est vrai. Ouais. Ça serait, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que on peut pas non plus l'accuser de tous les maux, alors qu'il a été quand même à sa place. Mais voilà, je fais pas le parallèle. Mais t'as raison. Les dirigeants subissent actuellement une conjoncture très défavorable. Ils ont autre chose à penser que la structure et la structuration. On a parlé de l'Allemagne, mais on pourrait reprendre aussi le cas de l'Espagne. En 2007-2008, avec la crise des subprimes, l'Espagne est au plus bas d'un point de vue, le pays Espagne est au plus bas d'un point de vue économique. Le football espagnol, du coup, est frappé. Et du coup, l'Espagne fait le pari de la formation. Et globalement, il me semble qu'il y a une impulsion au niveau de la Ligue qui diffuse le message auprès de ses clubs en disant levez le pied sur les transferts internationaux. On va peut-être parce que ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'on ne peut pas légalement interdire les transferts internationaux. Mais pratiquement, quand ces transferts internationaux se réduisent, eh bien, ça veut dire, ça n'empêche pas les joueurs de circuler, mais ça veut dire que l'argent reste dans le championnat. C'est en partie ce qui explique la force du championnat anglais dans les années 90. À cause du drame du Heysel, l'Angleterre a été punie pendant 5 ans de Coupe d'Europe. Ouais. Pendant ces 5 années-là, il n'y avait aucun intérêt à avoir des joueurs internationaux. Le retour des joueurs internationaux, c'est Cantona qui arrive à Leeds, puis à Manchester United. Mais avant... Pardon ? Tu vois le paradoxe, parce que c'est vrai, tu as raison que face à comment dirais-je, à cet embargo de compétition européenne, les Anglais ont privilégié la formation locale et la détection locale et faire confiance aux joueurs britanniques, puisqu'ils ne pouvaient pas jouer les compétitions européennes. Mais en même temps, tu prends la France qui joue les compétitions européennes, mais qui ne les joue pas à fond, en tout cas pour certains clubs en Europa League. Mais parce qu'on nous a dit, Pierre de Coubertin nous a dit que l'essentiel c'était de participer quand même. Alors ça, c'est très intéressant ça. Est-ce que la culture française ne nous fait pas tendre non pas vers un nivellement vers le bas, parce que je n'aurais pas l'outrecuidance de critiquer la philosophie de Pierre de Coubertin, mais tout de même, la culture franco-française, c'est sûr, l'important, c'est de participer. Va dire ça à un Américain ou un Anglais. Bien sûr, mais l'important, c'est de gagner. C'est un de nos problèmes, c'est-à-dire que je pense que, en fait, je pense que contrairement à beaucoup de pays, nos élites ne sont pas éduquées au sport. Oxford-Cambridge, ça forme de gros cerveaux. Hein. À l'ENA, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pratiques sportives. Alors pourtant, l'EPS est dans le concours de sélection. Oui. C'est coefficient 1. Alors c'est coefficient 1, oui. Alors que la culture G, c'est quand même 7. Mais il y a une épreuve de sport au concours de l'ENA. Oui. Mais c'est coefficient 1. Oui. Mais bon, voilà, c'est-à-dire des sorties pour le moins cocasses en matière de sport, orale ou physique, de la part de nos cerveaux français, on a une liste sans fin. C'est un puits sans fond. Voilà. Alors que dans d'autres cultures, dans d'autres pays, le sport est un élément structurel, un élément qui construit l'individu, et y compris les élites. Et ça, on n'a pas ça. Et donc, du coup, je pense qu'on a une mauvaise interprétation
contextuelle et conjoncturelle de la phrase de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, lui, il faut garder à l'esprit, quand je dis contextuel et conjoncturel, c'est que c'est à la fin du 19e et que c'est le baron de Pierre de Coubertin. Donc lui, il a une posture de caste. C'est la caste des nobles. Donc il n'a pas. C'est pour ça qu'il est contre le professionnalisme. Ouais, l'amateurisme, c'est garder le haut niveau à travers uniquement dans un groupe de ceux qui en ont les moyens. Non, mais bien sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut être un sportif pour bien réfléchir sur le sport? Pas nécessairement. Alors ça, c'est Thierry Moreau, et non, mais c'est vrai, parce qu'il y a eu d'autres interventions sur le cas du ministre des Sports, et c'est vrai, là, c'est quand même une particularité franco-française, de croire, et de toujours croire, qu'un ministre des Sports doit forcément être un ancien sportif. Écoute, moi, je pense que, droite ou gauche, je pense qu'une des meilleures ministres des Sports qu'on ait eues est Marie-Georges Buffet. Ouais. Alors que je ne suis pas nécessairement de son obédience politique. Et je ne suis pas sûr qu'elle ait été une grande championne sportive elle-même. Qui n'a jamais d'ailleurs très certainement. Non, mais voilà. On va viser personne, mais dans nos grandes championnes, nos grands champions qui ont été ministres des Sports, on n'a pas eu que des super ministres. Ouais. Voilà. Donc non, je crois. En fait, moi j'ai fait ma thèse au Canada. Et ce que j'ai retenu du Canada, ou des Nord-Américains, c'est qu'ils distinguaient l'approche ministérielle qui était le sport amateur et le sport pro qui relevait plutôt de l'équivalent de Bercy. Du business. Mais bien sûr, mais c'est ce que je défends depuis toujours d'ailleurs. Évidemment que c'est comme ça. Alors là, si on parle un peu de politique et de fonctionnement des instances, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Le ministère des Sports devrait s'occuper et se préoccuper uniquement de la pratique du sport au quotidien et du sport amateur. Sport de masse, sport à l'école, sport amateur. Ça nous aurait tous les clubs professionnels. La Ligue 1, par exemple. Alors, après, il y a eu aussi des interventions politiques au-dessus, notamment à Matignon et à l'Élysée, pour l'arrêt de la saison. Mais ce qui est sûr, c'est que le ministère des Sports aujourd'hui en France, à mon sens, et je crois que tu me rejoins là-dessus, ne devrait se préoccuper que du sport de masse, sport au quotidien et sport amateur. Si tu as un club professionnel qui doit gérer un budget de plusieurs centaines de millions d'euros, tu ne peux pas te retrouver au même plan, sur un même niveau d'égalité que le club amateur de Meurthe-et-Moselle ou de Charente-Maritime. Donc je pense que le lien entre le sport amateur et le sport pro, ça doit être un soutien financier. C'est ce qu'il y a avec la taxe Buffet, c'est ce qu'il y a avec une redistribution. Voilà. Après qui fonctionne différemment, c'est un fait. Voilà, on peut pas attendre d'eux les mêmes obligations, les mêmes contraintes. Non, mais c'est clair. C'est clair. Bon, je vois 18h40, donc c'est. Ouais, je crois qu'on a bien échangé. Et il va falloir que j'aille promener les fauves. On l'entend. En tout cas, Vincent, merci encore à toi d'avoir été là. Merci encore pour toutes tes remarques, tes réflexions et tes indications. De toute façon, on continue. Oui. On continue le débat. Oui. Puis je pense qu'on a redonné de la matière aux haters de SoFoot alors du coup. Alors, je précise, c'était pas que des haters, mais il y avait des commentaires qui vraiment étaient niveau caniveau. Hein, mais ça fait partie commentaires. J'espère qu'ils n'ont pas attaqué le physique. Non. non, on est au-dessus de ça de toute façon. Non, je plaisante. Bon, en tout cas, Pierre. Merci à toi, Vincent. À bientôt. Je ne sais pas si les autres Non, je vais y aller aussi parce que je vois qu'il est 10h41. Merci encore à toutes et à tous. Merci Thierry d'ailleurs qui est venu et merci John Stark, merci Groover, merci Hypnor, merci beaucoup. C'est vrai que tu as vu Hypnor que ma chaîne commence à prendre beaucoup d'importance. Ça va continuer. On se retrouve très bientôt. Je crois que là, il y a Pays de Galles, Turquie. Je crois que ça va être la mi-temps maintenant, c'était à 18h. Donc, on continue à en discuter et en parler. Bonne heure à tous. Merci à toi. Ciao. Salut.